Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture, enfin qui fait le grand écart mais surtout les réunit. Transmission, c'est un peu le cinéma de l'entrejambe. Je suis ce soir bien entouré avec Manuel As. Bonsoir Manuel. Salut Olivier, salut Lucien. Salut les gars. Et Lucien Alflans, nous avons fait l'effort, nous bruxellois, de nous déplacer jusque Liège pour retrouver notre Lulu adoré. Merci. Un programme un peu léger, n'est-ce pas? Donc nous avons ce soir, pendant ce temps sur Terre, le film de Jérémy Clapin, le film Elias de Florent Emilio Siri. Nous avons aussi inscrit à ce programme le film Long Legs d'Osgood Perkins. Et enfin, on finira avec quelques mots sur le comte de Monte Cristo, puisque nous sommes deux à l'avoir vu et qu'on a des choses à en dire. Comme toujours, une bonne émission commence par un bon quiz. Donc, Manu, jingle. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Comme vous le savez peut-être ou pas, l'argument de vente principal du film Long Legs d'Osgood Perkins, c'est la présence à la production et au générique en tant qu'interprète de Nicolas Cage, ce bon vieux Nicolas Cage. J'ai 5 questions qui sont assez simples et ce soir j'ai beaucoup de notes un peu dans tous les sens, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit de papier. Mais bon, soit. Première question. Alors, le premier qui dit son prénom et qui attend que je lui donne la parole pour dire la réponse. Un vrai faf, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Un peu d'ordre, hein, quand même. Première question très simple. Je veux le film et le réalisateur. Ou la réalisatrice. Pour quel film Nicolas Cage obtient-il l'Oscar du meilleur acteur en 1995 ? Lucien. Oui, prends la parole. Living Las Vegas, Mike Figgis. Living Las Vegas de Mike Figgis, 1 point pour Lucien. Deuxième question. Alors, j'ai oublié de noter l'année, mais ça doit être plus ou moins dans la deuxième partie des années 80. Nicolas Cage incarne un vétéran du Vietnam dans un film où il partage la vedette avec Matthew Modine qui se prend pour un oiseau. Donnez-moi le film et le réalisateur. Lucien. Vas-y. Birdie d'Alan Parker. Très bonne réponse, Lucien. 2 points pour Lucien. Attention, j'ai l'impression que Manu boycotte un peu mon questionnaire, là, parce que je suis sûr qu'il avait les réponses. Troisième question. Dans quel film Nicolas Cage incarne-t-il un trader qui se croit atteint de vampirisme ? Manuel. Embrasse-moi vampire de Paul Rubin. Alors, c'est pas Paul Rubin, c'est Robert Bierman, en 88. Embrasse-moi vampire, tout à fait, bonne réponse. Je prends la réponse, donc ça fait 2-1. Quatrième question. En 2006, Nicolas Cage incarne un détective chargé d'enquêter dans une communauté païenne. Film et réalisateur. Manuel, un film de Joël Schumacher, 8 mm. Non, Neil Labute, le Wicker Man. Exactement, bien Lucien, The Wicker Man de Neil Labute. Neil Labute, il vient de loin. Et dernière, donc ça fait 3 points pour Lucien, tu as déjà gagné, mais bon, il y a une question pour l'honneur. De quel film est-ce le remake ? Bah, Wicker Man. Mais il faut le réalisateur. Regarde comment ça... Alors, si je me souviens de Neil Labute, et pas de... C'est un film de Robin Hardy en 1975. Il s'agit en effet de The Wicker Man, le film de Robin Hardy en 1975 qui a fait l'objet d'un remake par Neil Labute en 2006 avec Nicolas Cage et une scène fameuse où on lui met des abeilles dans un casque, hein, je crois. Il porte un casque et on lui met des abeilles dans le casque. C'est Lucien qui a gagné, mais j'ai bien préparé, mais pas assez bien que pour avoir les relances. Donc on va tout de suite passer au premier film. Tu as juste gagné le droit de te taire pour le prochain film que tu n'as pas vu.
Vous êtes la sœur du cosmonaute? Il reviendra pas. On peut pas disparaître comme ça sans laisser de traces. Vous parlez de quoi quand vous venez ici? Vous parlez pas beaucoup. Elsa. On se posait, on regardait le ciel. Franck? Elsa. Comment t'arrives à me parler? Il m'observe. C'est qui il? Franck? Laisse-moi tranquille. C'était quoi ça? Laisse-moi. Franck est désactivé. Alors, après plusieurs courts-métrages d'animation et le long-métrage J'ai perdu mon corps en 2019, qui était des films d'animation, Jérémy Clapin, le réalisateur français né à Paris en 1974, passe à un long-métrage, comment on dit, en prise de vue réelle, même s'il y a des parties animées, qui s'appelle donc Pendant ce temps sur Terre, avec comme actrice principale Megan Northam, qui avait été vue, je crois, dans la série de Cédric Clapiche, qui s'appelle Massage thaïlandais ou je sais pas quoi. Non, salade grecque, pardon. Tu comprends avec les vacances de Frédéric Mitterrand. Alors c'est une coproduction belge. Toujours la politique française. C'est une coprod belge parce qu'il y a aussi Catherine Salé, Sam Louek qu'on connaît bien ici. Et donc c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Elsa, qui est une jeune femme hantée par la disparition de son frère Franck, qui était astronaute et qui s'est retrouvé perdu dans l'espace. On n'a plus de nouvelles de lui. Alors qu'elle travaille dans la maison de retraite tenue par sa maman, Elsa reçoit des signaux bizarres. Son frère tenterait de rentrer en communication avec elle. Qu'as-tu pensé de ce film, Manu? Je mentirais en disant que je me suis emmerdé devant le film. C'est un film relativement plaisant parce que je pense t'as un certain talent plastique qui parcourt tout le film, qui vient sûrement du passif dans l'animation de Clapin. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'il a posé un petit peu l'ambiance très ouatée, très atmosphérique, le film peine en fait à raconter quelque chose. En fait, c'est un joli film d'ambiance, mais il montre toutes ses limites en tant que, pour moi, de narrateur. En fait, tu te rends compte qu'il n'a pas grand-chose à proposer. Il balance quelques pistes de réflexion, mais aucune n'aboutit. L'idée du deuil n'est pas vraiment travaillée, puisque c'est quand même au final ce qui est le truc central du film quand tu le déroules un petit peu, mais c'est pas vraiment incarné. Ça raconte pas grand-chose et ça pose problème très vite parce que les comportements des personnages deviennent totalement erratiques, t'as du mal à les comprendre. C'est un joli petit film, mais un tout petit peu vain. Oui, écoute, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que tu as dit. Je trouve que c'est un film qui est assez beau visuellement. Il y a c'est très soigné. Il y a des moments où le découpage fonctionne vraiment assez bien. Je pense à un moment où elle va découvrir ce qui s'est passé dans une ferme, où elle va retrouver un personnage qu'elle va retrouver pendu, et je trouve que tout ce qui est la manière dont c'est découpé, c'est quand même assez joli. Ouais, mais là pour le coup, c'est une scène qui intervient vers la toute fin du film, donc le personnage est chargé d'amener auprès d'une entité. Donc c'est 4 ou 5 corps, c'est 4 corps. Le personnage principal, son truc, c'est que il doit en effet ramener 4 personnes à un certain endroit dans les bois en échange de son frère, en fait. Voilà, c'est ça. Et la problématique à ce moment-là du récit, c'est qu'elle doit échanger effectivement 4 corps en échange de son frère. Et t'es déjà à un moment assez avancé dans le récit. Il devrait y avoir une certaine urgence. Toi, en tant que spectateur, tu te dis, c'est quand même assez facile. Elle travaille dans un hospice pour vieux, ça ne manque pas de corps, mais elle va en prendre pas 4, elle va en prendre que 3 dans sa première visite. Il y en a un qui se pète la jambe, donc au final, il n'y en a que 2 qui sont... Là, tu rentres dans les arcanes du scénario. Oui, moi, je te disais il y en a 2 au final sur les 4. Et là, elle va aller chercher une femme sans abri à un moment, et puis elle va repartir, ramener une vieille dame à revoir son mari. Le film prend un temps alors qu'il y a une urgence qui est posée dans le récit. Donc oui, cette scène elle est bien construite, entre guillemets, elle est bien découpée, elle est jolie, sauf que tu devrais être dans l'urgence à ce moment-là. C'est vrai. Il y a vraiment une problématique de scénario. Oui, mais j'y viendrai après. Mais je te disais juste que moi je trouve globalement le film esthétiquement joli, bien découpé. Voilà. En tout cas, il y a de l'idée dans la mise en image. C'est toujours assez élégant, assez inventif. C'est vrai que l'urgence que tu dois avoir dans le dernier moment, dans le dernier mouvement
rythme du récit, tu ne l'as pas du tout, parce que bon, les enjeux se sont de toute façon délités un peu au fur et à mesure du film, qui est quand même pas très long, qui dure je crois moins d'1h30. Il y a un côté chouette au début du film, le côté science-fiction lo-fi fonctionne plutôt assez bien, je trouve. Et puis il y a des éclats gore qui sont quand même assez inattendus et qui font un peu plaisir, voilà. Donc j'étais content de voir. Même s'ils sont un peu grotesques dans le récit, tu vois, cette scène de viol dans les bois, elle est quand même gratinée, elle est vraiment posée là de manière un peu artificielle à mon sens. Surtout que ce qui se passe après du corps de ce personnage-là est complètement évacué du récit, vaguement relancé à la toute fin avec une sorte de béquille à mon avis scénaristique. Voilà, je trouve c'est un peu artificiel. Là, je vois vraiment les coutures scénaristiques à ce moment-là, moi, perso, quoi. Bref, moi, je trouvais que c'était plutôt inattendu et ça me réjouissait assez, même si, bon, c'est difficile à dire qu'on se réjouit de voir une scène de viol qui finit en tronçonnage, mais bon, soit. Et bon, voilà, le film joue aussi stylistiquement, visuellement, de toujours construire ses plans sur une ligne médiane. C'est aussi repris dans les scènes d'animation, donc je trouve quand même qu'il y a des motifs qui fonctionnent bien, qui sont développés tout au long du film et qui fonctionnent plutôt bien. Après, malheureusement, scénaristiquement, ça tient pas la route. En effet, il n'arrive pas à creuser les enjeux. Le truc du deuil, c'est pas assez fouillé. D'ailleurs, la fin est complètement catapultée. On en a discuté un petit peu off. On a 2 interprétations différentes de la fin. Il y a un goût vraiment d'inachevé, un goût de quelque chose qui est assez joli et assez anecdotique, qui reste vraiment très en surface, en fait, malheureusement. Mais c'est un peu à l'image de la photo. C'est une photo très éthérée, sans trop de contraste. J'ai envie de dire très plate, très filtrée. C'est un film assez décoratif, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement le mot, quoi. Ouais, et qui a vraiment du mal, en fait, malgré un concept de départ qui est quand même assez, je trouve, accrocheur, malgré un personnage qui, contrairement à toi, je trouvais assez bien construit au début, on a envie de s'intéresser à elle, je trouve que la relation, voilà, sur le papier, j'ai envie d'y aller, quoi. Moi, j'y crois au début. Moi, la problématique, c'est qu'une fois le postulat fantastique est assumé, appuyé, qu'elle est en contact avec une entité extraterrestre avec qui elle passe un pacte pour libérer son frère des limbes dans lequel il est, là, d'un coup, tous les comportements du personnage me semblent aberrants, en fait. Il y a vraiment une problématique de logique narrative où, en fait, à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Il y a vraiment un problème, pour moi, d'articulation à ce moment-là, et en fait, de compréhension, je pense, des mécaniques du genre, qui fait que toi, en tant que spectateur qui est habitué à ce type de cinéma, t'anticipes beaucoup plus de choses que le personnage, ou même que, j'ai envie de dire, le réalisateur qui semble pas très à même de proposer quelque chose de neuf. Il a beaucoup en référence, je crois, le film de Morse de Thomas Alfredson, en y reprenant, à mon sens, vraiment, quelquefois des idées de découpage de manière assez prégnante. Mais le film d'Alfredson, il avait vraiment compris toute la mythologie du mythe vampirique, de ce cinéma de genre, etc., en déplaçant l'histoire du point de vue de celui qui transportait, qui était l'accompagnateur du vampire. Là, ça propose rien de neuf, en fait, par rapport au film de Body Snatcher qu'on a pu voir. C'est un peu creux. Une fois que le postulat fantastique est posé, que tu dis, on va s'embarquer dans ce récit-là, en fait, il n'en fait rien. Absolument rien. Je suis d'accord, globalement, avec ce que tu dis. Même si je crois que j'ai pas été aussi lassé que toi, en fait. J'étais pas dans l'anticipation de ce que le personnage allait faire. Mais bon, soit, c'est vrai que ça reste en tout cas très en surface. Bon, eh bien, je vous propose de réinclure Lucien dans le prochain débat et de parler maintenant de Elias, le film de Florent Emilio Siri. J'ai quelque chose pour toi. Une boîte de vigile qui a besoin d'un renfort. Ça allait rassurer un mec comme toi. C'est quoi un mec comme moi ? Fais bien attention à tout ce que tu dis. La gamine, c'est une vraie peste. On est d'accord que tu travailles pour moi ? Elle a déjà viré 3 vigiles. Non ! Faut qu'on fasse attention, j'ai vu des choses dehors. Attachez-vous. Si on me retrouve, je serai condamné. Elias ? Comment rien dit ? C'est pas ton problème. Elias avec un Y, c'est donc le nouveau film de Florent Emilio Siri, le réalisateur et auteur français, lorrain même, né en 1965, qui a une carrière assez atypique dans le cinéma français. Il a fait notamment Nid Gap en 2002, Clo-Clo en 2012 ou Pension complète en 2015 et aussi la série Marseille. Il coécrit ce film avec Nicolas Laquerrière. C'est un film dans lequel nous trouvons Roche Dizem, Jeanne Michel, Laetitia Eido et Dimitri Storage. Et donc c'est l'histoire de Elias, qui est un ancien membre des forces spéciales qui a combattu en Afghanistan. Et il est engagé comme garde du corps d'une famille venue des Émirats Arabes Unis.
Alors qu'un groupe d'assaillants tente d'enlever la famille, Elias va fuir avec la maman et sa fille Nour, une ado de, je sais pas, elle doit avoir 12-13 ans, avec laquelle il s'est lié d'amitié. Et c'est Lucien qui commence sur le film. Peut-être déjà commencer par où je me situe par rapport au cinéma de Siri, qui est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui n'a pas fait énormément de films et que je n'ai pas tous vus. J'avais pas vu son précédent, qui m'avait plutôt rebuté, que lui-même n'aime pas beaucoup, je pense. Et j'ai toujours pas vu son premier non plus, qui pour le coup, lui, m'attire énormément. Mais c'est un cinéaste que je suis, même dans ses limites. Je sais que sa précédente œuvre, c'était Marseille sur Netflix. C'était une série qui avait été pas mal égratignée par l'opinion générale, on va dire, mais pour laquelle j'avais choisi de voir le verre à moitié plein, quoi. Donc quand je vais voir Elias, j'y vais avec toute la bonne volonté du monde. Et le premier truc que je me suis dit, mais dès les premières séquences, je me suis dit, bon, c'est de la belle ouvrage. Alors on va pas se voiler la face non plus. On n'est pas face à un très très grand film, on n'est pas face à un très grand Emilio Siri, on n'est pas face à un très grand film dans l'absolu, mais on est face à un petit actionneur Frenchy, bien tapé, extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien découpé. Il y a des scènes de baston. Je pense qu'il faut remonter loin dans le cinéma français, mais même loin dans le cinéma global pour retrouver des scènes d'action aussi bien découpées. Il y a une qualité de photo qui est superbe. Donc je trouve que ce qui ressort du film pour moi, c'est de la belle ouvrage. Maintenant, j'ai des limites par rapport au film, puis on reviendra dans le détail une fois qu'on aura fait un tour de table. Je pense, comme beaucoup de films de genre français, que Siri aurait peut-être bien fait de s'entourer d'un dialoguiste, parce que de manière générale, même je trouve la plupart des acteurs plutôt bien, mais je trouve que ça pêche vraiment dès qu'il s'agit de parler. Alors c'est clair que c'est pas un cinéma de la parole, c'est quand même un cinéma un poil plus bavard que ne pouvait l'être Need Gap, par exemple, qui est un film plus silencieux. Je pense surtout à la gamine quand je dis ça, que je trouve très très bien dans sa gestuelle, dans son attitude, mais beaucoup moins bien dès qu'elle a du texte à déclamer. Et je pense que le texte en tant que tel n'aide pas. Et on y reviendra par la suite, je pense, mais c'est tout le projet, on en parlait précédemment autour de Love Lies Bleeding, mais c'est tout le projet du cinéma que nous on soutient, que nous on aime, un amour pour un certain cinéma qu'on partage avec Florent Emilio Siri lui-même. Mais c'est un cinéma qui fait tout passer par son visuel, par sa mise en scène, par son déploiement de mise en scène et de cinéma stricto sensu, quoi. Pour revenir juste sur l'écueil dont tu parles, sur les dialogues, moi je pense que la problématique sur certains dialogues, elle est surtout là du fait qu'à un moment le film doit avancer et donc doit délivrer certains éléments narratifs au travers du dialogue. Là, oui, ça, tu sens qu'il faut faire passer des infos. Et ça sonne faux à ce moment-là. Mais la plupart du temps, je trouve les acteurs plutôt quand même très bien. Je te fais juste une mini parenthèse, pardon, désolé de te couper comme ça, mais oui, je suis assez d'accord avec toi, mais il y a quand même des contre-exemples à ça. J'ai une réplique qui m'est restée en tête où je me dis, mais pourquoi il aurait coupé juste avant la réplique? Ça ne changeait absolument rien. C'est un moment où il se retrouve dans un camp de gitans avec une médecin qui le soigne. Elle tombe sur une boîte de médicaments. Elle le regarde, on a tout compris, et puis elle rajoute « Tu as vraiment si mal que ça ?» Et je me dis ça, il coupe cette réplique-là, je trouve que la scène marche beaucoup mieux. Parce qu'on a tout compris avant qu'elle dise ça. On a tout compris que le mec il souffre. Après, tu vois, c'est du domaine du dosage en fait. Après, c'est quand même aussi un film qui laisse beaucoup la place au langage visuel et à la confiance qu'il donne au spectateur dans la manière dont il va raconter une histoire de manière visuelle. Et c'est pour ça, moi, c'était un gros kiff le film, parce que tout simplement, déjà, j'étais en manque en fait du cinéma de Florent Emilio Siri. Ça faisait 9 ans qu'il a fait de films pour le cinéma, et le dernier film était plutôt anecdotique, Pension complète, mais ça faisait plus d'une dizaine d'années depuis Clo-Clo, qui pour moi, son chef-d'œuvre et un des plus grands films français, et un excellent biopic, toute cinématographie confondue. Et aussi le plaisir de revoir un cinéma d'action tel que j'ai appréhendé le cinéma d'action, tel que j'ai aimé le cinéma d'action et que je ne vois plus aujourd'hui. C'est-à-dire non pas un cinéma où les scènes d'action sont tout d'un coup des excroissantes, extrêmement jouissives, mais qui en fait sont des pauses au sein de la narration, mais chaque fois des moments de caractérisation, d'accélération du récit, où je vais te raconter le personnage, sa trajectoire à travers les scènes d'action. Le film est beaucoup comparé, avec les bandes annonces, on l'a beaucoup comparé à Man on Fire, en fait,
une fois que le film se déploie et que la caractérisation des personnages est posée, le film s'en éloigne très très rapidement. Il repense un peu à la fin. Oui, mais à part 2-3 scènes clés, en fait, le personnage n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, donc en fait, il s'en éloigne très rapidement. C'est juste que c'est un schéma classique que le cinéma a revisité à de nombreuses fois. On pourrait même y voir un petit peu de La prisonnière du désert de John Ford, si tu veux. J'avais exactement le dire. C'était la même histoire sur Neil Gaiman et son rapport avec Asso. Une fois que le schéma narratif était là, en fait, il se déploie tout à fait autrement. Et ce que je trouve passionnant, c'est comment il travaille ce personnage de héros, d'anti-héros, incarné, je trouve, brillamment par Roche Dizem, tant sur le plan physique que dramatique, et comment tu as toute la dimension schizo du personnage qui se déploie même dans les scènes d'action. Tu as la deuxième scène d'action du film qui se passe dans une caravane qui est extrêmement brillante, avec une gestion de l'espace assez dingue, mais qui te met mal à l'aise parce que toi, en tant que spectateur, au moment où tu assistes à cette scène d'action, tu es dans le doute vis-à-vis des actions du personnage. Tu as une sorte de mise à distance. À la fois, tu es au cœur de l'action et tu as une sorte de mise à distance, tu as un peu d'effroi vis-à-vis du personnage. Et le cinéma d'action, la série B en général, le cinéma populaire travaille assez peu ce type de rapport. On est soit dans de la jouissance pure vis-à-vis de l'action, une sorte d'adhésion au personnage. Là, le film travaille une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté qui est assez intéressante et qui se retrouve même juste dans la fin du film, parce qu'en fait, il finira par la sauver, mais son salut à elle ne va pas venir de lui, mais d'elle et des institutions en fait, de la République, d'aller à l'école, de trouver son chemin. Il y a peu de films en fait, qui ont ce rapport assez noble, en fait, je trouve, au genre. Il y a aussi en plus une logique dans la construction de l'action, de la construire crescendo, et pas jouer juste sur une sorte de répétition. Et comme tu le disais régulière. En parallèle avec la construction des personnages. Voilà. Et les moments qui me restent le plus en tête sont des moments assez fugaces de rapport entre les personnages, tout ce qui se passe de nuit entre Roche Dizem et la gamine. Je trouve que c'est très beau, mais presque des nuits américaines, j'ai l'impression, telles qu'elles sont travaillées dans le film, avec ce moment un peu hors du temps qui se passe entre les personnages. Cette science du cadre, notamment la scène sur la plage où il est en train de fumer sa clope, et juste au moment où il est, lui, en amorce et à l'arrière-plan, tu la vois arriver en train de le regarder, et elle est filmée à travers le creux de son bras, comme tu vois le regard protecteur qu'il recherche chez lui. C'est des trucs où en un plan, il te synthétise la psychologie des personnages. Je vois plus du tout ça dans le cinéma, et je dis pas que dans le cinéma français, dans le cinéma en général. Le cinéma d'action ne fait plus du tout ça. Et pourtant, c'est pour ça que moi que je l'ai aimé, c'est pour ça que j'ai pris une claque tellurique en voyant des films comme Die Hard, parce que c'est des films qui me racontaient malgré tout des trajectoires de personnages. Et pas juste l'action pour l'action. J'adore ça, mais je veux dire, ça fait du bien de voir un cinéaste avec un vrai regard investir ce genre-là, quoi. Et avec toutes les limites du scénario un peu cousu de fil blanc, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, j'y vois vraiment un mec qui a une démarche vraiment sincère de te raconter une histoire aussi simple qu'elle soit, mais de la meilleure manière qui soit, de la plus efficace qui soit. Et rien que pour ça, je trouve que ça prouve toute la valeur en fait, du cinéma de série aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, il faut quand même prévenir nos auditeurs et des potentiels spectateurs qui seraient un peu plus éloignés de ce cinéma-là que nous, que là, on est en train de parler de notre cinéma, quoi. Tu vois, si t'es un peu moins friand de ce type de cinéma, je pense que tu vas vite être arrêté par les limites du film. Je suis pas sûr, hein, tu vois, moi je l'ai vu avec ma compagne, okay, elle l'a apprécié au même niveau. Parce qu'elle est touchée par les trajectoires des personnages. Le rapport au dialogue, ça ne lui pose pas le même type de problème. Justement, elle est touchée par l'attachement qu'il y a à la trajectoire des personnages. Elle ne consomme pas forcément beaucoup de films d'action ou quoi que ce soit. Elle n'est pas du tout ce type de spectateur que je peux être. Et pourtant, justement, ce travail qui est fait sur les personnages, sur la narration, elle le ressent. Elle va peut-être l'analyser, mais elle le ressent parce qu'il y a un compteur. Sur beaucoup de films dans le programme, le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont réalisés par des mecs qui ne savent pas raconter une histoire. Là, tu as un mec, aussi simple qu'elle soit, il sait la raconter. Et il sait mettre le curseur. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour sortir un peu de l'exercice critique et pour parler de nos vies, moi j'ai failli aller le voir avec un pote et qui s'est désisté au dernier moment pour X ou Y raison. Et en fait, j'en étais très content, parce que je me suis dit, j'aurais pris le film autrement en amenant un pote qui est peut-être pas spécialement friand de ce type de cinéma-là. Mais bon, ce que tu dis sur ta sortie à toi m'éclaire peut-être un peu là-dessus. Après, c'est un film qui aujourd'hui trouvera pas son public. Alors c'est bien dommage, parce que moi j'aimerais qu'il y en ait 2 par semaine, des films comme ça. Mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui trouvera pas son public en 2024. Pourquoi ? C'est un type de cinéma qu'on voit plus aujourd'hui, c'est pas pour rien. La production a bien conscience qu'on n'a plus envie de voir ce type de personnage, ce type de mec qui protège les jeunes filles et ce genre de choses.
Alors moi, ça me parle parce que ça repose sur énormément de codes qui ont marqué notre cinéphilie. Je suis pas sûr que ce soit des codes qui sont encore très porteurs aujourd'hui. C'est pas pour rien que le film sort vraiment en catimini, quoi. Ouais, mais à la fois, c'est des codes qui fonctionnent très bien sur des plateformes avec les succès des Tyler Rake, etc., qui sont dans la même dynamique. Surtout qu'en plus, le film travaille ça, en fait. Pour le comparer à Man on Fire, on n'est pas du tout dans la même vision héroïque du personnage. On n'est pas dans une relation amicale dès le début. Voilà, le personnage incarné par Roger Zem restera, en fait, fucked up tout le long du récit. Même si la gamine va l'aider à s'ouvrir, il restera quand même ce monstre, entre guillemets, plus que ce héros, quoi. Et toi, en tant que spectateur, tu seras toujours dans le doute par rapport à ça. Ce qui est super intéressant et ce qui, je pense, joue sur l'accroche qu'on peut avoir à la narration, quoi. Simplement le fait que Siri joue en permanence du doute que tu peux avoir quant aux intentions de ce personnage. Enfin, je parle d'intention, mais au-delà des intentions, même par rapport à ses actions propres, à certains moments, on ne sait pas, comme le personnage lui-même, s'il a commis tel ou tel acte. Bon, je vais être un peu la note dissonante sur ce film parce que moi, je suis passé complètement à côté du film. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'intéresser à ce film, donc je serai 80% en total désaccord avec vous. Je trouve le film globalement assez laid, assez mal joué. Le scénario est, je trouve, pas du tout intéressant. Les dialogues sonnent faux. Moi, cette scène de télescope de nuit, je trouve que c'est super fonctionnel, que ça fonctionne pas. C'est vraiment là pour faire le rapprochement d'Elias avec la jeune fille. Et je trouve que tout sonne faux. Moi, je trouve, dans cette scène, je trouve que même les SFX, je trouve vraiment globalement assez laids. Les décors, je trouve très laids aussi. Toute la caractérisation psychologique du personnage d'Elias, j'y crois pas du tout, j'achète pas du tout, je trouve que c'est fouillis, que ça fait pas sens, que lui... Qu'est-ce qui fait pas sens, qu'est-ce qui fait fouillis? Tout ce qui se passe autour de lui, la manière dont on me le présente, la manière dont on me présente son problème mental, la manière dont il est... C'est un peu rapide au début. Ça me semble pas clair, justement, par les moi, ça me semble brouillon, pas crédible. Le fait qu'il devienne vigile pour cette famille, ça me semble pas du tout crédible, jamais. En quoi, en fait, le scénario te pose clairement les bases. Je vois pas en quoi c'est pas crédible. À un moment, il est juste amené à quitter le foyer et donc il se retrouve juste à cet endroit-là par opportunité. Je vois pas en quoi c'est fouillis. Et en plus, dès le début, le film te montre que le personnage est malgré tout toujours en sursis avec ce mixage son du film. Dès le début, il est introduit par ce Marlin, ce couteau de pêche qui ponctue quasiment toute la première partie du film. Le film, pour moi, est extrêmement limpide, clair. Peut-être que tu pourrais lui reprocher d'être trop clair à des moments, mais lui reprocher d'être fouillis, c'est un procès que tu fais au film. Alors, je suis d'accord avec Oli sur la toute première partie du film. Pardon, c'est vrai qu'on parle beaucoup, Oli, mais sur la toute première partie du film, la caractérisation du personnage est posée très très vite. Mais à partir du moment, justement, pour moi, il accepte cette mission, on va dire, là, tout se déroule de manière extrêmement fluide, je pense. Et en effet, comme le dit Manu, à travers des outils du cinéma, son trouble, tu le ressens plus que tu ne le comprends. Je trouve ça assez balèze. Mais je suis d'accord sur le premier acte qui part un peu dans tous les sens. Moi, je comprends qu'on veut me le faire ressentir, mais pour moi, ça fonctionne pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que, si tu veux, on demande à un taré de venir faire le garde du corps. Je vais jamais engager un taré pour venir faire le garde du corps chez moi, tu vois. Un mec qui sort de l'asile, je vais pas lui demander de venir faire le garde du corps chez moi. On l'engage aussi. Mais oui, mais justement, c'est un des enjeux du récit et qui en plus travaille tout du long, et je trouve de manière assez chouette en plus, parce que dans les réussites du film, je trouve il y a un acteur que j'adore, c'est Dimitri Storouge. Moi je le trouve très mauvais. Je trouve que c'est un excellent acteur, et depuis que je l'ai découvert chez Olivier Marchal et les Lyonnais, je trouve que c'est vraiment un acteur formidable, moi, et il va garder son ambiguïté tout au long du récit. Malgré l'affection qu'il a vis-à-vis du personnage d'Elias, tu ne sauras jamais réellement quel est son agenda tout au long du film. Et Elias, dont le film porte le nom, on le rappelle, il a une sorte de prescience parce qu'il est complètement parano. Il y a une sorte de prescience par rapport aux événements qui vont peut-être arriver. Mais sur ce personnage-là, il a l'air toujours un peu perdu et toujours dans le doute. Alors il sent les choses plus vite, mais il y a quand même toujours un doute. Entre autres, il y a une scène, pour le coup, une scène d'action balèze, dans une caravane ou dans un mobil-home, je sais plus, qui découle d'un échange dialogué entre des... Voilà. On ne sait jamais où se situe ce personnage. La scène justement d'introduction de cette grosse scène d'action qui est la scène pivot du film, elle est posée par un dialogue où la gamine demande mais pourquoi tu parles d'Elias comme un ami au passé,
pourquoi tu emploies le passé quand tu dis son ami, lui ne répond pas et t'enchaînes sur cette séquence dans la caravane où il va démastiquer un nombre de personnages déments dans cette scène-là. Et toi, tu te diras, mais est-ce qu'il est vraiment sûr de ce qu'il est en train de faire? Et ça te construit la relation entre les deux personnages. Ça a été mon ami, mais aujourd'hui, il est vraiment borderline. Et je ne sais pas à quel point je peux m'y fier, malgré tout l'attachement que je peux avoir. Il est peut-être complètement perdu. Et c'est une scène, mais de manière générale, c'est un film. Parce qu'il y a d'autres exemples. Il y en a un qui me vient en tête, dont je vais parler juste après. Mais c'est une scène qui t'implique toi-même en tant que spectateur par rapport à ton positionnement, par rapport à ça. Quand on dit que ce cinéma-là, on entend ça, peut parfois être un peu creux, ben, moi je pense que émotionnellement, la manière dont tu te positionnes par rapport à ce type de scène-là, ta jouissance ou non, ton suivi moral ou non de ce personnage-là, c'est hyper formateur. Il y a une autre scène qui va un peu dans ce sens-là et que je trouve super intéressante, une scène d'interrogatoire et de torture d'un personnage, où en gros le personnage finit par dire ok, je suis pourri, mais je suis pourri parce qu'on vit dans un monde pourri. Et c'est pas une excuse. Et voilà, exactement, c'est pas une excuse. Et alors, en fait, ok, alors du coup là, il te fait directement jouir de ça. Enfin, et encore, il y a une mise à mort qui est assez violente, visuellement violente. Mais c'est ça, enfin, Manu a tout résumé, quoi. Je suis pourri dans un monde pourri. Je suis pourri parce que le monde est pourri. Bah, c'est pas une excuse, mec. Et en fait, je trouve que c'est des petites choses comme ça qui font aussi la grandeur thématique. Ouais, parce qu'il y a une boussole, parce que le film a une boussole morale, en fait. C'est ça, tout simplement. C'est pas de la même manière que dans Die Hard. Dans Die Hard, t'as exactement les mêmes types de positionnement. Alors, on compare pas l'incomparable, mais voilà, on est dans ce type de cinéma-là. Pardon, Oli, on vient de te bouffer 15 minutes de parole. Et juste, Oli, juste pour t'interrompre une dernière fois, la question que j'ai vis-à-vis de ton aversion visible assez pour le film, c'est pas d'aversion, j'ai juste de l'ennui. Oui, mais justement, ton ennui ou ton aversion, peu importe. Comment t'expliques, entre guillemets, une tolérance par rapport, par exemple, au film de Clapin très éthéré qui raconte pas grand-chose, vis-à-vis de ce film-là? Est-ce qu'en fait, juste, c'est pas du tout une forme d'attaque, mais c'est juste, est-ce que ce type de récit-là, en fait, te parle en général? Parce qu'on a eu un peu le même débat sur le film de John Woo. Et à un moment, je me pose la question, en fait... De John Woo qui était moins maîtrisé que celui-ci. Moins maîtrisé, tout à fait, mais qui avait aussi des choses, je trouve, vachement intéressantes, et que j'avais l'impression de même pas pouvoir dialoguer avec toi, parce que pour toi, c'était une sorte d'aversion totale vis-à-vis du film. Et je me dis, mais est-ce que c'est un schéma narratif, un type de cinéma, en fait, qui te parle en général? Bah, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai pensé au film de John Woo, en effet, parce que je me disais, mais j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à l'écran, quoi. Mais vraiment rien à foutre, quoi. Et donc, du coup, je m'ennuie profondément à regarder le film. Et parce que, en fait, tout ce qui est posé dans la première demi-heure, tous les enjeux narratifs, les personnages, les enjeux, en fait, je ne crois à rien. Donc, en fait, je me désintéresse de tout. Ils peuvent se casser la gueule dans une caravane de manière inventive et bien découpée, c'est vrai, j'avoue. Mais moi, ça me passe au-dessus complètement, quoi. Donc, mais même si le film t'intéresse pas du tout, t'es pas capable de reconnaître, entre guillemets, le boulot juste de conteur et de narrateur du réalisateur. Tu es capable d'accorder beaucoup plus de beaucoup plus bienveillant sur un film, à mon sens, beaucoup moins bien raconté, le film de Clapin qu'on en vient de parler auparavant. Donc tu vas excuser en fait beaucoup plus de choses. Je rejette pas tout en bloc, c'est juste que moi, ça me parle pas. Ça vient trop tard dans le film pour susciter mon intérêt, en fait. Tu vois, toute la scène sur la plage, qui est le seul moment de repos du film après la scène justement de la caravane, elle est montée uniquement en fondu enchaîné, pour montrer à la fois tout ce qui dit les personnages dans ce moment-là, et à la fois tout le côté éphémère. Le film te raconte ça uniquement par des points de montage. Moi, je veux bien, tu me présentes des films qui travaillent leur narration et qui travaillent leurs personnages comme ça, et après on en rediscute, mais moi, je sais pas, de balayer ça d'un revers de la main, c'est moche, c'est laid, les personnages sont cons, etc., je n'y crois pas. Moi, je trouve que c'est quand même violent par rapport à un film qui propose autant en tant que film, et encore plus dans la période actuelle. Je vous laisse parler, les gars. Je vous ai laissé parler. Oli met en avant un des points de notre charte, c'est qu'on laisse toujours parler celui qui aime le plus le film. Non, je pense que ce que Manu met en exergue avec justesse, c'est que c'est tout le positionnement extrêmement subjectif qu'on peut avoir par rapport à un film. Mais il y a un truc qui est parlant là-dessus, c'est qu'Oli, tu dis que tu trouves le film moche. Alors, je n'ai évidemment absolument rien à redire là-dessus, mais est-ce que tu peux au moins dire que tu trouves le film moche, mais extrêmement travaillé visuellement?
J'ai dit qu'il était bien découpé. J'ai dit que l'action est bien découpée. Même la lumière est hyper chiadée. Écoute, ça nous blesse, Olivier, ça nous blesse. Bah ouais, ok. Bah écoute, faudrait revoir le film plan par plan. Vous allez m'expliquer pourquoi c'est génial. Mais moi, je vous avoue que vraiment, je suis. Enfin voilà, moi, ça me tombe des yeux, quoi. Peut-être que c'est un tort de ma part. Voilà, je devrais pouvoir reconnaître les qualités formelles d'un film au-delà de ce que le film raconte. Mais voilà, le fait est que j'en suis pas capable. Je sais pas. Ça me tombe des yeux, quoi. Mais par contre, voilà, il y a 66,66% des gens ici autour de la table qui ont aimé le film. Donc voilà, allez-y et vous ferez votre propre avis. Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. Take a nice long look. A letter was left with the bodies. Signed with one word. I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. And on each head was written the blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark. Nous parlons donc maintenant de Longlegs, un film de Osgood Perkins, dont j'ai appris qu'il est le fils, ou le petit-fils, je ne sais pas, le fils, je crois, de Anthony Perkins, qui est aussi donc acteur et qui est réalisateur. Il a notamment réalisé Gretel et Hansel en 2020, un film que je n'ai pas vu. Et là, donc, il a écrit et réalisé ce Longlegs, qui est produit par Nicolas Cage lui-même, et Nicolas Cage interprète un petit rôle dans le film, un rôle important, aux côtés de Maika Monroe et également de Alicia Maika Monroe qu'on avait vu auparavant dans It Follows. Alors, le pitch c'est quoi? Maika Monroe interprète cette fois Lee Harker, une jeune special agent du FBI, et elle est douée de dons extralucides. Son boss décide de la mettre sur l'affaire Longlegs, du nom du signataire de lettres mystérieuses trouvées depuis une dizaine d'années sur des scènes de meurtres atroces. Bientôt, Lee Harker se rendra compte que Longlegs est intimement lié aussi à son propre passé. C'est moi qui commence sur le film, qui a fait un petit buzz, et puis on avait envie d'inscrire un petit film d'horreur, parce que c'est l'été, et qu'on aime ça, les films d'horreur, mais alors celui-là, il est vraiment tout pourri. C'est vraiment un gros navet. De nouveau, c'est le scénario qui va pas... C'est principalement le scénario de ce film. Mais là, pour le coup, il raconte rien visuellement. Non, rien visuellement, rien narrativement. C'est vraiment le vide total, abyssal et absolu. Disons juste que le scénario ne tient pas debout, qu'il y a des invraisemblances sans arrêt, qu'on ne croit pas ni au personnage ni à ce qui se passe, que en effet là pour le coup c'est encore pire que dans le film de Jérémy Clapin. C'est vraiment mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, mais avant tu faisais ça, non, alors pourquoi est-ce que maintenant tu fais ça, enfin voilà. Donc c'est vraiment, il y a aucune continuité, aucune logique et aucun suivi des choses. C'est vraiment une espèce de petit théâtre de l'horreur qui est même pas vraiment foncièrement gore ou flippant ou malaisant, ou enfin vraiment rien du tout. Et alors monsieur Osgood Perkins filme ça avec des effets de style sans arrêt. Voilà, donc c'est un film qui est avec un effet de style sans arrêt, parce qu'il a en fait le même tout du long. C'est-à-dire un gros flou à l'arrière-plan, majoritairement des personnages décadrés dans le plan, voire à qui on va couper soit le nez ou les oreilles. Et il y a des changements de format. Ouais, des changements de format, c'est vrai. C'est très intéressant, les changements de format. Et voilà, une sorte de... Pour moi, c'est quand même plutôt un style qu'un de changement de style. C'est un peu du David Guetta du cinéma d'horreur. C'est le mec qui appuie sur une touche tout du long et c'est monocorde, il sait pas jouer une seule autre note, quoi. On a des plans séquences au steadicam au grand angle. Donc pas de flou. Pour moi, non. Pour moi, il y a pas, dans ces plans-là, il n'y a pas vraiment de flou. Les seuls plans séquences où on suit le personnage, effectivement,
tous les moments hauts du film, t'as zéro profondeur de champ. Tu sens que le mec a revisité un peu le cinéma de David Fincher, version Mindhunter. Photo un peu à la fois entre David Fincher et Instagram. Tu vois, un peu un petit filtre, tu vois, qui pose les choses très doucereux. David Fincher Instagram. Et surtout, il va essayer de trouver le cadre un petit peu bizarre, tu vois, genre légèrement en contre-plongée sur les gens où tu vas voir quand même un petit peu l'intérieur de leur narine. Comme ça, le spectateur va se sentir un petit peu, tu vois, mal assis dans son siège. Ça marche pas du tout parce qu'on le voit vraiment arriver de loin. Qu'il le répète 150 fois pendant le film. Il y a ça, t'as aussi donc les personnages décadrés, un peu à la Paweł Pawlikowski, genre parce que je suis un peu un auteur, j'ai vu des films européens, tu vois, donc je vais cadrer mon personnage en bas à gauche, avec son visage en bas à gauche du champ, et puis de l'autre côté je vais mettre une lampe. C'est vraiment de la poudre aux yeux pour détourner d'un script vraiment affligeant, complètement branquignol, qui veut rien dire. Et puis alors là-dessus, on a un Nicolas Cage qui en plus est grimé. Grimé. Beaucoup trop grimé, donc on le reconnaît même pas. Donc on sait même pas vraiment dire... ça pourrait être Danny Boone, ça serait la même chose qu'en fait. Voilà, donc c'est vraiment un film vraiment tout nul, tout pété, même pas vraiment finalement assez drôle pour pouvoir en rigoler. Donc voilà, n'y allez pas, don't believe the hype, c'est vraiment de la merde. Ah ouais, non, c'est vraiment une souffrance le film. C'est, tu comprends même pas comment un mini buzz a pu monter sur un film aussi peu satisfaisant ou très très rapidement. Tu sens que le film va botter en touche tout du long, va faire que de l'effet de style, et encore, comme je disais, un effet de style. Ne sait absolument pas quel ton adopter. À un moment, vers la fin, il va essayer de marier une sorte de peu de grand guignol alors qu'il est dans une forme de minimalisme atmosphérique. Je te dis, on pense beaucoup à je pense que le mec a comme référence sûrement du Jonathan Demme du Silence des Agneaux, un petit peu de Seven, etc. Mais alors il est très 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 loin de ces modèles-là, ou alors il les a juste vus il y a très très longtemps. Mais en fait, il y a une grosse problématique. En fait, là aussi, elle est comme dans le Clapin pour moi, c'est qu'à un moment, tout est prémâché pour le personnage principal. Dans le générique Clapin, quand je disais qu'il y avait un souci, c'est que du moment que la connexion se fait avec une entité, l'entité devient la voix off du film et dicte le récit. Donc en fait, le personnage ne fait que subir d'une certaine manière et amener au gré du scénariste qui lui dicte les pages du scénario à faire ce qu'elle doit faire. Là, c'est la même chose. Tu as des enquêteurs qui ont bossé pendant 10 ans sur un codage crypté d'un tueur en série, etc. Et elle... En une soirée, parce que sûrement elle est très forte, très forte au mot croisé, elle résout le truc, elle l'amène à son chef. Comment t'as fait? Ouais, comme ça. Ah, ok, comme ça. Et ça passe. Elle dit, j'ai bien regardé. J'ai bien regardé. C'est que un empilement de voilà. Du moment que le personnage en force, on pose le personnage qui a une forme de prescience sur les événements, donc après, on peut tout enfiler dedans. Et ce qui amène vraiment à un grotesque fini, parce que en fait, c'est il n'y a plus d'enjeu, en fait, tout simplement. Vu qu'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de peur. Donc tu assistes à ce même effet de mise en scène tout du long. Donc au final, effectivement, tu l'analyses, la mise en scène, et tu l'analyses pas comme dans le film Raimi Osiri, tu l'analyses parce que tu vois qu'elle raconte absolument rien tout du long. Voilà, c'est vraiment, pour le coup, on est assez peu dans ce podcast à vous déconseiller des films. Vraiment, là, on vous le déconseillera parce que ça dure pas longtemps, mais ça dure 1h30, mais honnêtement, tu les sens. Bon, très bien, messieurs. Eh bien, on va passer au Comte de Monte Cristo maintenant. Comme ça, Lucien va parler un petit peu. Je pourrais fermer ma gueule. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te parle du plus grand traître
trésor que la Terre a jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Alors, on a inscrit ce film in extremis au programme puisque Lucien et moi l'avons vu. C'est donc Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patellière et de Mathieu Delaporte, les réalisateurs du Prénom. Après Les Trois Mousquetaires 1 et 2, c'est les Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, oh là là. Donc c'est un peu la suite de la capitalisation Athos, sur le Aramis. Sur Alexandre Dumas, voilà, sur la tombe de ce pauvre. Le Dumas Cinematic Universe, le Pâté Cinematic Pâté Dumas Cinematic Universe. Voilà, bientôt il va y avoir des croisements, il va y avoir Romain Duris dans tous les films. Pas déjà le cas. Encore plus que maintenant, ouais, c'est ça. Franchement, ça m'éclaterait. S'ils commencent à faire des crossovers. Ça serait génial, quoi. Bon, mais il n'y a pas Romain Duris dans ce film-là. Par contre, il y a Pierre Ninet, il y a Anaïs de Moustier, il y a Laurent Lafitte, il y a Bastien Bouillon et plein d'autres gens. Ce sont Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière qui ont écrit aussi le scénario, adapté du roman d'Alexandre Dumas, bien sûr. 3 heures au compteur. Après les schismes qu'il y a eu émission après émission entre Manu et moi, maintenant c'est Lucien et moi qui allons parler. Donc il n'y aura pas de schisme. Mais bon, bref. Lucien, scénario et adaptation. Ok. Merci de développer. Non, je pense que c'est bateau de le dire, mais vraiment le point fort du film, qui a beaucoup de points faibles, mais qui pour autant n'est pas désagréable à suivre, et ce qui est déjà pas mal pour un film de 3 heures. Je pense que j'ai pas regardé ma montre une seule fois. C'est le texte et le récit. Et donc, à partir du moment où... je vais parler en mon nom, mais à partir du moment où je me suis dit, en regardant le film, que le texte et le récit sauvaient toutes les limites du film, c'est que l'adaptation est correcte. C'est voilà mon cheminement de pensée. Est-ce que c'est le matériau de base qui fait le boulot ou c'est plutôt... C'est principalement le matériau de base, évidemment. Mais... Je veux dire, des matériaux de base géniaux transformés en dos basse irregardables, il y en a plein. Là, je trouve que ça fait le taf, quoi. Lucien, figure-toi que je suis à peu près d'accord avec toi. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que t'as pas été déçu, surtout dans la deuxième partie du film, un peu ennuyé par ces moments où le montage, justement, essayait de faire monter la sauce de la narration en faisant « Et maintenant, ils vont faire ça !» Et t'as le Comte de Monte Cristo avec ses 2 acolytes qui sont en train de parler d'un truc, et puis juste après, t'as le montage avec... tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, on raconte un truc, on raconte quelque chose qui va se passer, et t'as les 2 acolytes qui font « Oh !» Et après, tu vois la chose se passer. Le film est assez... souffre assez du syndrome Christopher Nolan. C'est-à-dire... on ne sait pas comment rajouter de l'épique dans notre récit, enfin dans notre mise en scène surtout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est mettre des musiques assez élégiaques comme ça qui viennent de derrière et qui prennent beaucoup d'ampleur et puis qui comme des souffles comme ça vraiment pour rajouter littéralement du souffle. Et 2, en effet, découper le film de manière un peu absurde. Monter le film, oui, à mon avis. Je parle de découpage de montage, pas de découpage scénaristique ici, pour essayer de créer une tension, mais qui est finalement extrêmement factice. J'ai pas vu le film, je me permets de vous interrompre, mais tu parlais du rapport au cinéma de Nolan, c'était déjà le cas pour le coup pour un film que j'ai vu qui était Les Trois Mousquetaires, où déjà ça semblait être la principale source d'inspiration de Bourboulon sur le film, de cette idée. Mais alors ce qui est très paradoxal, c'est qu'on sait que notamment le Comte de Monte Cristo, certains récits héroïques français ont inspiré le cinéma de super-héros par la suite, et de te dire qu'en fait on revient par le bout de la lorgnette à ce genre de... On va se reprendre, on va les repomper dans le cinéma américain assez récent, ce type de, pas de typologie, mais de narration pour aller le recoller comme pour justifier la modernité en fait du récit. C'est un peu paradoxal, je trouve. Tout à fait, et puis je pense qu'on parle pas assez de l'influence de Christopher Nolan sur l'œuvre d'Alexandre Dumas. N'importe quoi. Non, mais là où je te rejoins, Lucien, c'est que
en effet, et surtout dans la dernière partie du film, donc là je pense que c'est surtout là ils ont ramé, c'est l'intervention de la musique systématique quoi, pour mettre de la tension, parce qu'ils n'y arrivent pas. En fait, ils n'arrivent pas à créer, on va en reparler je pense, mais le sens de l'espace et du temps est vraiment complètement fucked up dans le film, et ils n'arrivent pas à créer de l'épique, ils n'arrivent pas à emporter ce récit, et donc du coup à la fin ils te balancent la musique mais avec les potards mais sur 12, et t'en peux plus quoi. Ce truc de la musique, c'est vraiment du lissage, c'est vraiment du cosmétique, je veux dire cosmétique sonore, mais qui est à part. Par contre, je te rejoins à 200% sur la gestion du temps et des ellipses, principalement, qui lorsqu'elles ne sont pas inscrites à l'écran par une date, sont catastrophiques, littéralement, et de l'espace, en effet. Et même, j'irai plus loin dans la gestion de l'espace, évidemment, l'espace, le cadre, on sait, mais alors, il y a des... Parce qu'il y a l'espace, et puis il y a le gros plan, quoi. Il y a des gros plans dans le film qui sont délirants. Enfin, vraiment, vous parliez sur le film précédent de gros plans où on ne sait pas si on cadre le nez, l'oreille ou les yeux. Mais alors ici, c'est pareil. Et le dernier plan du film, ou pas loin, je pense que c'est un gros plan sur Dantès. Le dernier plan du film sur le bateau. Ouais. Mais alors, je ne sais pas si le cadreur avait le mal de mer, mais vraiment, on a un gros plan sur le nez de Pierre Ninet, puis un peu sur sa bouche, puis sur un bout d'œil. C'est un concept, un plan sur le pied de Pierre Ninet, c'est tout un concept en soi. Non, mais vraiment, il y a vraiment un problème de cadre, et en effet d'ellipse, on en parlait en off. C'est ça, donc le problème d'ellipse, c'est ce qui fait que la gestion du temps, et de l'épique, mais aussi de l'épique, mais de l'espace et du temps, enfin c'est vraiment ça. Ici, dans le Comte de Monte Cristo, il est censé passer 20 ans au château d'If et tu les sens pas quoi. Tu sens les points de colle sur sa barbe. Alors pour le coup, moi j'ai pas vu le film, mais une des réussites du film de Kevin Reynolds, qui est pourtant pas terrible, avec Jim Caviezel et Guy Pearce, la séquence du château d'If était vraiment une sorte de petit court-métrage perdu au sein du film, où tout d'un coup tu sentais à la fois, tu avais un côté vraiment claustrophobe de la séquence, tu avais toute une dynamique sur la narration, sur l'idée de l'évasion du personnage. Voilà, après mais ici c'est pas dégueulasse, tu vois. C'est pas dégueulasse, mais tu sens pas la fatigue, tu sens pas le corps, tu sens pas les années, tu sens pas. C'est un film très papier glacé, mais un truc qui marche assez bien et qui marche à plusieurs moments dans le film pour moi, et la scène du château d'If, toute la partie du château d'If en effet, c'est que on a parlé du principal point fort du film, le récit et le texte, l'adaptation correcte qui en est faite. C'est que de manière générale, je trouve les acteurs plutôt bons. Enfin voilà, ce type de scène avec un acteur seul dans un espace et puis qui va être rejoint par un autre acteur peu de temps après, voilà, les deux acteurs sont bons, ça marche. Ouais, mais t'as pas l'apprentissage. Le rapport maître-élève, tu l'as pas quoi. C'est juste dit, je vais t'apprendre le grec, je vais t'apprendre la politique, je vais t'apprendre machin. Mais il sort et il est censé tout savoir. Ce qu'on aurait voulu, c'est un bon vieux training montage avec une musique. Mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, ça aurait été catastrophique. Oui, ça aurait été catastrophique, mais au moins il y aurait eu un essai, tu vois. Enfin, ici, il te dit, je vais tout apprendre. Et après, le mec sort, et il est censé avoir tout appris. Non, après, t'as 10 ans plus tard. Ouais, voilà. Ouais, t'as un écran noir avec marqué 10 ans plus tard. Voilà. Ouais, bon... Mais à contrario d'Olivier qui n'a pas vu les Trois Mousquetaires, toi qui as vu les deux, qui sont scénarisés aussi par de la Patelière et Laporte, qu'est-ce qui distingue les deux films, entre guillemets, qu'est-ce qui te fait avoir une appréciation plus positive du Comte de Monte Cristo que les Trois Mousquetaires? Toute proportion gardée, enfin toute retenue mise en œuvre, je vais dire. Mais il y a quand même un sens du récit qui est beaucoup plus fort dans Monte Cristo que dans Les Trois Mousquetaires. Il y a un sens... Alors, déjà, c'est beaucoup mieux joué, mais beaucoup mieux joué. Enfin, je dis pas que les acteurs sont exceptionnels dans Monte Cristo, mais ils sont très corrects. La fit est très bien. Les méchants, de manière générale, mais même Pierre Ninet se débrouille. Il y a des moments où il passe un peu à côté, mais... Il a ses instants. Je trouve toutes les actrices dans le film sont assez justes. Enfin, de manière générale, le cast est bon.
Mais en fait, ce qui est étrange avec ce film, c'est que tu sens qu'ils ont voulu bien faire. Vraiment, tu sens que ils essayent et qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, en fait. Par exemple, tu sens que dans le duel final, c'est un peu foiré, c'est un peu pas abouti, mais ils ont quand même essayé de mettre de la physicalité avec leurs cadres, avec leurs acteurs, avec les éléments. Tu vois, il pleut, il y a un peu plus de caméra portée, il y a quand même une recherche au niveau de la chorégraphie. Oui, voilà. C'est ça, c'est autre chose. Voilà, c'était un truc sur lequel je voulais venir. Il y a quelque chose comme de vouloir quand même donner de la sueur même s'ils n'arrivent pas. Quand tu vois des combats à l'épée, il y en a énormément dans le film, mais ça a quand même une autre gueule que dans Les Trois Mousquetaires, où tout était filmé en plan séquence, mais sans aucune chorégraphie. Là, on sent quand même qu'il y a de la chorégraphie. De toute façon, dans Les Trois Mousquetaires, l'idée de tout filmer, toutes les séquences d'action en plan séquence, c'était déjà une aberration en soi, quoi. Je trouve dans Monte Cristo la photographie assez moche, très pour le coup à certains moments, sans vouloir mais on peut penser à Fort Boyard, quoi, enfin, pour parler au château d'If. Dans Les Trois Mousquetaires, tout était sombre, on voyait que dalle, etc. Là, il y a une mise en lumière alors il y a toujours cette problématique de la gestion de l'espace, et je rejoins tout à fait Oli là-dessus, mais je pense qu'il y a une mise en lumière des décors, des costumes qui marchent assez bien et qui créent une forme à défaut de meilleurs termes, mais de dépaysement qui marche relativement dans Monte Cristo et qui marchait à aucun moment dans Bourboulon, t'avais l'impression qu'il avait un peu honte de faire un film d'époque, entre guillemets. Pourtant t'avais des beaux décors, des beaux costumes, mais c'était jamais mis en valeur. Est-ce que c'est le cas en fait dans Monte Cristo? Est-ce que t'as malgré tout une volonté de retrouver un petit peu la volonté est là à 200%. Le panache du film de KPDP, quoi. La volonté, le panache est là à 200%, et à certains moments ça prend. Maintenant, c'est très limité, et on revient là-dessus, mais c'est parce que c'est vraiment, pour moi, le défaut principal du film, c'est de manière globale sa mise en scène, mais en effet, la gestion de l'espace, quand tu veux du panache et c'est compliqué, quoi. Ouais, ils veulent faire grand et ils n'y arrivent pas. Voilà, exactement. Je sais pas, enfin... Ils auraient dû regarder La Porte du Paradis 1000 fois pour voir comment est-ce qu'on faisait, quoi. Tu vois, je sais pas, pour mettre du gigantisme à l'écran. Et ils y arrivent pas. Leur cadre, on a l'impression qu'ils sont vides, que leur passé existe pas. Leur passé est pas incarné, il est pas sale, il y a pas de poussière, tout est trop immaculé. Il y a pas assez de gens, il y a pas assez de, ça ne grouille pas assez, il y a pas assez de plans larges. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas ce sens, mais là, tu vois, là pour le coup, dans beaucoup de KPDP, la notion de saleté ou quoi que ce soit, c'était pas quelque chose qui se posait. C'était des films plutôt très, très, très colorés. Il y avait une sorte de licence poétique vis-à-vis du genre. Mais là, ils voudraient pas ça. Ok, non, c'est juste... Moi, je suis pas sûr de ça. Parce que le côté... Pour le coup, je trouve la photo très moche, mais il y a une volonté quand même tu vois, d'amener une forme de lumière, une forme de... On sent qu'il y a une influence du Technicolor là derrière quand même, tu vois, qui est pas là dans Les Trois Mousquetaires, quoi. Les Trois Mousquetaires, l'influence, c'est le Batman de Matrix, quoi. Non, mais vraiment, oui, ou le balai, oui, c'est ça. Mais un des choses-trappes en fait qu'il y a dans le récit de Dumas, c'est toute la notion de déguisement du personnage, qui passe très bien dans le roman, etc. Mais quand tu te poses la question de l'adaptation, qui est quand même sacrément casse-gueule, parce qu'à des moments tu te dis comment sa compagne d'autrefois va pas le reconnaître grimé, etc. Comment ces séquences-là, qui sont pour moi en fait des gros enjeux en termes cinématographiques, pour le coup là j'avais parlé, je crois, dans un des podcasts de la série Replay sur Netflix, qui est une super série, et pour le coup il y a la même problématique à un moment quand on se pose la question de certaines séquences où le personnage va user de stratagèmes de déguisement. Comment tu mets ça en scène à l'écran pour que ça soit crédible, ou que tu y crois en tant que spectateur? Est-ce qu'à l'écran, en fait, ils arrivent à se sortir un petit peu de ces éléments liés au récit de Dumas, qui passent très bien en fait à l'écrit, mais qui sont vraiment très problématiques dès que se pose la question de la représentation? Bah écoute, bonne question, mais là je pense qu'on est vraiment sur des questions de ressenti personnel, c'est-à-dire que ou de la fameuse suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que moi j'ai accepté en fait.
Pour moi, ça se voyait à l'écran, tu vois. Mais je me dis, bon, si je veux être dans le récit, si je veux que ça passe, ben écoute, il faut l'accepter, quoi, tu vois. Donc, je suis dans l'acceptation de ce Grimard. Je remets pas ça en cause, quoi, tu vois. Mais quand il est invité dans le récit de Dumas, quand il est invité lors d'une réception tenue par dans mon souvenir, par le fils de son ex-compagne, de son aimé, et qu'elle, tout d'un coup, à un moment, a un doute. Et comment a géré en fait cette scène-là, en fait? Ça, c'est plutôt pas mal, parce que justement, Anaïs de Moussier est suffisamment bonne actrice pour qu'on ait le doute en tant que spectateur du fait qu'elle l'a reconnue. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal géré, justement, parce que avec ce personnage-là spécialement. Pour le reste, moi, j'ai admis en fait le subterfuge. Alors, je reprends le truc en cours. On admet, c'est vrai. Maintenant, ça se questionne quand même de... Le mec met un masque. Il met un masque de sa propre gueule. C'est quand même... Ça se questionne quand même d'un point de vue... ne serait-ce que d'un point de vue... comment on appelle ça? De création de masque, quoi. Enfin... je dirais quand même, alors on comprend aussi le Star System et tout ce qu'il y a derrière, et que quand t'engages Pierre Ninet sur un film de 3 heures, si tu vois Pierre Ninet pendant 20 minutes au début, ça suffit pas. Aussi un truc qui fait que j'ai sans doute accepté, c'est que je trouve que Pierre Ninet est plus crédible quand il est masqué que quand il ne l'est pas. Non mais en fait il prend, mais pour le coup, c'est parce qu'on parlait d'Epic tout à l'heure, quand il a pas son masque, il joue un Dantès en mode Pierre Ninet. Et on sent Pierre Ninet. Quand il met son masque, il joue un personnage. Et tout de suite, non mais je dis ça en rigolant, mais tout de suite ça prend une autre ampleur et c'est beaucoup plus agréable à regarder au final. Parce qu'on a beaucoup vu Pierre Ninet à la télé, sur les réseaux sociaux et partout. J'ai aucune antipathie pour le mec, mais sa personnage commence à en avoir là, tu vois. Et donc de le voir dans tous les rôles, y compris s'accaparer de héros de Dumas. Il y a un moment où t'es là, bon, c'est limite. C'est vrai que dans les premières minutes du film, quand il est censé avoir genre plongé en pleine tempête pour aller sauver une jeune femme en détresse, t'y crois moyennement. Ouais, absolument. Mais cela dit, peut-être, je sais pas, on va pas... non, je pense qu'on en a parlé beaucoup déjà. Ouais. Mais moi, un truc qui m'est quand même... Le film dure de 3 heures, on peut en parler 2 heures. Alors... en plus, Monte non, mais Cristo... c'est un film assez intéressant en fait. Enfin, c'est un film raté, mais assez intéressant. Il y a un truc qui est vraiment fort, c'est que Monte Cristo, moi, c'est le seul Dumas que j'ai jamais lu. Et quand je suis sorti du film, je me suis dit, ah ben, je me le retaperais bien. Et non, mais c'est con, mais franchement, des films qui arrivent à te donner envie de te replonger dans l'œuvre originelle, c'est déjà qu'il y a quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que, pour revenir sur ta première question, Oli, oui, la principale qualité du film, c'est son récit qui vient d'une œuvre autre, mais c'est quand même qu'il y a une adaptation qui fonctionne ça et là. Merci Lucien pour cette belle conclusion. Nous allons maintenant passer à l'étape des conseils. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Chères auditrices, chers auditeurs, après cette longue émission, vous êtes toujours avec nous, merci beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur Blue Sky, sur Mastodon. Vous pouvez aussi écouter sur Google Podcast, sur Acast, sur Spotify, Podcast Addict. Manu, as-tu un conseil ? J'ai pas de conseil comme ça au débeauté, juste je viens de voir une annonce, une sortie Netflix, hein, donc on me pardonnerait, mais qui visiblement va sortir début août un documentaire intitulé Modern Master sur SS Rajamouli, le réalisateur de RRR, de Aiga, de Baloubali. Donc ça sera peut-être l'occasion de se faire un petit programme estival et de revenir sur ce cinéma-là. Donc en tout cas voilà, bonne initiative. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va peut-être être une déception, mais juste le petit espoir que je nourris, c'est que cette sortie de ce documentaire s'accompagne d'une diffusion plus globale du reste de sa filmo. Je signale d'ailleurs que le film RRR a été programmé lors de la carte blanche de Christophe Gans à la Cinémathèque française cet été. Lucien Alflands, as-tu un conseil ? Je crois que je vais botter en touche en reconseillant un truc que je conseille chaque année en été. C'est l'émission Blockbuster sur France Inter.
qui est une émission extrêmement généraliste sur la pop culture. Avec un super boulot éditorial. Exactement. Avec un super boulot éditorial, super agréable et super fluide à écouter, et qui tape extrêmement large. Et donc ça permet, alors fatalement avec nos oreilles et nos yeux acérés, quand ça s'arrête sur du cinéma, on aura envie d'un petit peu plus parce que c'est très généraliste. Mais dès que ça va chercher sur des domaines qui sont un peu moins les nôtres, moi ça me donne toujours envie de creuser un peu plus. Et puis c'est assez rare, ça l'est de moins en moins, mais c'est assez rare quand même qu'on traite de la pop culture avec autant de liberté et d'aisance sur la radio publique, avec des bons intervenants. Voilà, donc Blockbuster sur France Inter. Super, merci messieurs. Moi, j'ai pas spécialement de conseils, mais en effet, il y a une belle programmation globalement à Bruxelles cet été. On a un peu de chance. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Bel été à vous tous et à vous toutes, et à très bientôt. Au revoir.